Donc, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, moi, pour me représenter rapidement, je suis Benoît Tonson, je suis journaliste pour le média The Conversation. Et je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième table ronde de la journée qui s'intitule « Cadre théorique et institutionnel pour une éducation à la durabilité ». Donc, pendant à peu près une heure, on va essayer d'introduire les différentes actions qui peuvent être mises en place dans le cadre de l'éducation à la durabilité, que ce soit en France, de la maternelle, collège, lycée, même l'université, mais aussi au Sénégal. Donc on pourra comparer un petit peu ce qui se fait dans ces deux pays. Je compte sur vous aussi pour, à la fin de la table ronde, pour poser des questions, comme on a pu faire ce matin. Et je vous présente nos invités. Alioune Dione, bonjour. Vous êtes directeur intérimaire au centre de formation des enseignants de Fatick au Sénégal. Donc Fatick, c'est une ville qui est à peu près à 150 km à l'est de Dakar, si je ne dis pas de bêtises. Et à vos côtés, Monique Dupuis, bonjour, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport, de la recherche, également référente EDD, donc EDD pour éducation au développement durable. Et il se trouve qu'en discutant tout à l'heure, vous m'expliquiez que vous avez grandi au Sénégal, donc on aura un lien tout fait. Et enfin, Didier Mulnet, qui a peut-être le moins de liens avec le Sénégal, peut-être, ou peut-être pas, on verra. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'INSPE de Clermont-Ferrand. Vous êtes par ailleurs président du réseau Réunifed. Donc c'est le réseau universitaire formation, éducation, développement durable. Alioune Dione, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler d'éducation à la durabilité, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la formation des enseignants au Sénégal par rapport à la France? Merci beaucoup. Avant, n'est-ce pas, d'expliquer comment se passe la formation au Sénégal, je voudrais en tout cas d'abord prononcer des mots de remerciement à l'endroit du réseau. Et quand je parle du réseau, je pense au président et aussi aux personnes qu'il a désignées, en tout cas pour gérer donc, la collaboration entre le Sénégal aussi et la France aussi, pour qu'on puisse en tout cas être là à cette rencontre-là. Je veux nommer M. Philippot, qui est là ici présent, en tout cas qui nous a été d'un grand apport dans les démarches, dans les formalités. Aussi, Mme Routuro aussi, vraiment été très gentille dans les échanges, dans la collaboration, et c'est ça qui m'a permis d'être là. Et ça, je tenais véritablement à les remercier pour, en tout cas cette marque de générosité, en tout cas, qui est importante. Je tenais aussi à remercier, n'est-ce pas, le directeur de l'INSPE de Lyon, parce que dans les présentations, je reviendrai sur ça, c'est important aussi de comprendre que l'accueil, quand même, c'est une tâche qui est complexe, mais aussi l'organisation aussi est très complexe. Et souvent, on a une équipe derrière qui travaille donc en tout cas d'arrache-pied pour que véritablement l'accueil soit une réussite, mais aussi pour que en tout cas l'organisation soit en tout cas soit parfaite. Je tenais donc à les remercier parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. C'est ce que c'est que l'organisation. Il y a des actions avant, il y a des actions pendant, mais aussi il y a des actions après. Je crois que ça aussi, c'est important de les remercier et de continuer sur la lancée-là. Merci pour ça, pour l'accueil et pour l'organisation. Maintenant, pour la présentation, c'est important aussi parce que de se présenter, parce que ça permet toujours de délimiter en tout cas le périmètre fonctionnel dans lequel on va se déployer. Parce que je suis donc formateur au CRFP de Fatick. Et avant d'être formateur, j'étais instituteur d'abord, ensuite professeur au collège, au lycée. Après ça aussi, j'ai réussi au concours de recrutement des élèves inspecteurs. J'ai fait une formation de 2 ans pour devenir inspecteur donc, de l'enseignement élémentaire. Donc de 2010 à 2014. À partir de 2014, maintenant, j'ai été muté au Centre régional de formation des personnels d'éducation de Fatick en qualité de formateur. En qualité de formateur, donc j'ai été là-bas. Donc en septembre maintenant 2022, le directeur donc, qui était là-bas est parti à la retraite et l'inspecteur d'académie m'a nommé donc, directeur par intérim. Je crois que ce parcours aussi me permettra à l'assistance, en tout cas, de comprendre en tout cas, le périmètre fonctionnel dans lequel je me déploie. Pour répondre à la question, je dis que la formation, comme je l'ai dit aussi, c'est en tout cas des structures de formation qui sont créées dans chaque région au Sénégal. C'est un pays qui compte 14 régions et dans chaque région, il y a un centre
régional de formation des personnels de l'éducation. Maintenant, le centre de formation des personnels de l'éducation a pour vocation d'assurer donc la formation initiale et continue. Pour la formation initiale, on forme donc les enseignants du préscolaire et de l'élémentaire. Maintenant, pour la formation aussi continue, on forme, donc on assure la formation continue aussi des personnels donc enseignants dans les structures préscolaires et aussi dans les écoles élémentaires, mais aussi on assure la formation continue aussi des personnels administratifs aussi. Voici en tout cas les vocations donc des centres régionaux de formation. Et pour dire au Sénégal, c'est en 2011, autant pour moi, en 2011, que ces CRFPE-là ont été créés. Et ces CRFPE sont nés de la fusion de deux structures. D'abord, il y avait l'école de formation d'instituteurs, mais aussi il y avait aussi ce qu'on appelle les pôles régionaux de formation. Maintenant, en général, donc l'école de formation des instituteurs formait les instituteurs. Les pôles régionaux de formation assuraient ce qu'on appelle la formation continue. Donc il fallait faire la fusion en 2011. Et le président avait pris un décret donc, pour créer ces CRFPE-là. Et dans ce décret aussi, on retrouve en tout cas comment on organise le CRFPE et comment ça fonctionne. Maintenant, pour la formation aussi initiale donc des élèves-maîtres, parce qu'on les appelle élèves-maîtres, parce que quand ils entrent là-bas à partir d'un concours, qui est donc après le bac, ils font un concours. Maintenant, s'ils réussissent, maintenant, ils viennent. C'est des conditions, donc, en tout cas, pour entrer là-bas. La formation, donc, en tout cas, il y a une formation théorique. D'abord, dans un premier temps, il y a un amphithéâtre de rentrée qui est organisé. Et pendant l'amphithéâtre de rentrée aussi, on explique aux élèves maîtres, en tout cas, le dispositif de formation. On leur explique aussi le fonctionnement aussi du centre, mais aussi la réglementation. À l'issue de ça aussi, il y a une assemblée des formateurs qui se réunit pour essayer, par exemple, d'actualiser ce qu'on appelle les plans de formation. Et les formateurs donc, actualisent en général les plans de formation en fonction du référentiel de formation. Parce qu'au Sénégal, il y a un référentiel de formation du ministère de l'Éducation nationale. Et dans ce référentiel, on décline clairement les différents domaines, par exemple, de la formation. Il y a le domaine 1, c'est le renforcement donc, académique et méthodologique. Ça, c'est pour, en tout cas, renforcer donc, les stagiaires en connaissances académiques, surtout dans le domaine en langue et communication, parce que le médium d'enseignement, il faut maîtriser ça, mais aussi en mathématiques, mais aussi en sciences. Quand je parle de sciences, c'est ESVS. Et dans ESVS, il y a deux domaines, la découverte du monde et ensuite éducation au développement durable. Donc ces connaissances aussi, véritablement, donc, sont nécessaires pour un enseignant. Le deuxième domaine maintenant, c'est pédagogie et didactique. Bon, pédagogie et didactique, là-bas, on enseigne aux stagiaires, aux élèves maîtres, à concevoir ce qu'on appelle des séquences d'enseignement-apprentissage, mais aussi on apprend aussi aux élèves maîtres à mettre en œuvre donc, des séquences d'enseignement-apprentissage en langue et communication, maintenant en mathématiques, mais aussi en ESVS et en EPSA, éducation physique et artistique. Donc la conception, elle est importante, mais aussi la mise en œuvre est aussi importante que la conception. Il y a aussi le domaine 3, aussi c'est la gestion donc, de la classe et aussi la gestion de l'école, parce qu'ils sont appelés à gérer donc, une classe, mais plus tard aussi, ils peuvent devenir directeurs d'école. Là aussi, on les forme à gérer donc, une école. Le dernier domaine maintenant, c'est le développement professionnel. Donc comme compétence de base, on leur apprend à travailler en équipe, à s'inscrire aussi dans ce qu'on appelle la dynamique de la formation aussi continue, mais aussi à intégrer ce qu'on appelle aussi les TIC aussi dans la pratique professionnelle aussi. Voici l'ensemble des domaines donc, qui se trouvent au niveau du référentiel. Maintenant, les formateurs élaborent, donc actualisent leur plan de formation en fonction de ces référentiels-là. Et comme pour l'Assemblée du donc, il y a des formateurs qui vont gérer le domaine renforcement académique et méthodologique. Là, c'est des formateurs en français. En général, c'est un professeur donc, qui est formateur donc, dans le CRP, formateur en français, en langue et communication. Il y a un formateur en SVT, aussi un formateur aussi en mathématiques et aussi en sciences physiques. Ce sont ces formateurs-là qui vont en tout cas élaborer un plan de formation pour renforcer les connaissances académiques des stagiaires dans ces différents domaines-là. Maintenant, il y a aussi les formateurs qui gèrent la pédagogie et la didactique. En général, ce sont des inspecteurs de l'éducation et de la formation.
Donc, ils sont inspecteurs de formation, de métier, et aussi ils sont mutés au CRFPE comme formateurs après au moins 5 ans d'exercice dans les inspections de l'éducation et de la formation. Ces formateurs aussi élaborent leur plan de cours. Maintenant, leur plan de cours tourne autour de la conception des séquences d'enseignement-apprentissage, mais aussi tourne autour de la mise en œuvre des séquences d'enseignement-apprentissage, mais aussi dans ces plans de formation, on retrouve aussi l'évaluation, aussi la remédiation aussi, qui sont des aspects aussi importants aussi pour un enseignant. Les didacticiens, oui. Si on peut peut-être insister sur ce que vous avez mis en place du côté du développement durable au centre de formation des enseignants, pour nous expliquer. Je vous propose de prendre ce micro-là, comme ça j'en garde un. Je pense qu'il fonctionne. Ouais, c'est bon. Voilà, donc en tout cas, ça marche. Hein? Voilà, je crois que... Voilà. Voilà, donc je disais, bon, j'étais en tout cas sur le processus. Hein? Bon, ça ne marche pas bien alors. Pourtant, ça marche, oui. Voilà, donc j'étais dans le processus pour arriver à ce niveau-là, pour voir en tout cas clairement donc, dans ce grand domaine, en tout cas, parce que la connaissance aussi est un tout cohérent, n'est-ce pas? Il est important aussi pour permettre à l'assistance de comprendre, de voir en tout cas tous les aspects, en tout cas de la formation, après maintenant d'insister en tout cas sur le développement durable. Voilà donc maintenant, pour répondre donc rapidement à votre question, parce que nous avons des contraintes de temps, n'est-ce pas? On peut aller rapidement donc à ça. Je dis que d'abord, la formation des enseignants est une formation qui prend en charge la dimension académique. Il est important que les élèves maîtres aussi soient renforcés en connaissances liées au développement durable. Et là aussi, le formateur ou bien la formatrice en ESVT donc, les forme donc, dans ce sens-là, sur le plan académique. Maintenant aussi, sur le plan aussi pédagogique et didactique aussi, il y a un formateur en didactique ESVS. Quand on dit ESVS, c'est éducation à la science et à la vie sociale. Et éducation à la science et à la vie sociale compte 2 domaines. Il y a le domaine découverte du monde, il y a aussi le domaine développement durable. Donc c'est un domaine qui est pris en charge carrément par le formateur qui gère la didactique de l'ESVS. Donc du point de vue didactique, du point de vue aussi pédagogique. Maintenant, en marge de ça aussi, il y a ce que, après quelques jours, hein, après l'arrivée des stagiaires, ils mettent en place ce qu'on appelle une amicale, ce qu'on appelle l'amicale donc des élèves maîtres. Maintenant, cette amicale des élèves maîtres maintenant élit un bureau. Dans ce bureau, on retrouve le président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire, il y a un trésorier ou bien une trésorière, mais aussi il y a différentes commissions, parmi lesquelles il y a la commission environnement, il y a la commission communication, il y a la commission partenariat. Et toutes ces commissions-là élaborent ce qu'on appelle des plans d'action. En général, ces plans d'action tournent autour du développement durable. Et comme action concrète, chaque promotion qui passe là-bas inscrit donc dans ces plans d'action des actions de reboisement, des actions par exemple de don de sang, des actions aussi des conférences pendant lesquelles on développe donc des thématiques comme la lutte contre la désertification, la prévention, aussi comment aussi lutter contre en tout cas certaines violences, etc. Donc c'est des thématiques qui sont là aussi en relation avec le développement durable, qui sont prises en charge à travers donc ces conférences-là. Et c'est des actions en tout cas qui permettent non seulement d'avoir des connaissances théoriques, mais aussi d'avoir aussi des compétences aussi réelles qui permettent aux élèves maîtres, une fois dans leurs écoles respectives aussi, de transférer ces acquis là-bas. Et aussi, le résultat est là. Parce que quand on est arrivé en 2018, parce que le CRFP de Fatick a été construit en 2018. Et quand on est arrivé, on a trouvé des bâtiments flambant neufs, c'était très joli, c'est très bien construit. C'est pourquoi je tenais à remercier donc le directeur de l'INSPE de Lyon, parce que je sais actuellement presque toutes les activités du ministère au niveau central, au niveau du centre du Sénégal, se déroulent donc au CRFP de Fatick. Parce que c'est un CRFP qui est très grand avec un amphithéâtre, des salles de classe. Donc on a l'habitude d'accueillir et d'organiser. Et je sais ce que cela donc fait comme effort. Je sais ce que cela fait comme réflexion. Je sais ce que cela fait aussi comme relation pour arriver donc à relever le défi de l'organisation.
C'est pourquoi je tenais à remercier donc le directeur de l'INSPE de Lyon. Maintenant, quand on est arrivé, on s'est dit que le centre est désert. C'était le premier constat. Les gens étaient là, étaient donc émerveillés par les constructions. On s'est dit que le centre est désert. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut que l'administration initie des actions qui vont dans le sens de rendre le centre vert. Maintenant, comme l'administration ou bien les formateurs ne peuvent pas gérer ça seul, il faut maintenant commencer. Et maintenant, les élèves maîtres maintenant, qui sont parfois au nombre de 200 dans le centre, peuvent maintenant, dans leur plan d'action, initier des actions de grande envergure qui permettront en tout cas de rendre le centre vert. 2018, on a les photos qui sont là. On peut donc mettre ça à la disposition du comité qui va se charger de rédiger les conclusions donc, des tables rondes. En 2023, on a réussi à rendre le centre, le CRP de Fatick, complètement vert grâce aux actions de l'administration, mais grâce aussi aux actions donc, de l'amicale. Et on a réussi aussi à installer donc, des compétences que les élèves mettent aussi, une fois dans leurs écoles aussi, essaient d'investir et on a aussi des résultats là-bas. C'est pour dire que la formation prend ça en charge initiale, mais aussi dans le suivi de la formation aussi, on prend ça aussi en charge. Voilà donc, n'est-ce pas, pour répondre à votre question, des actions et pour donner aussi l'importance aussi de revoir en tout cas le schéma classique. Le schéma classique, cours théorique, stage pratique, permet de donner des résultats, mais aussi il est important aussi de s'appuyer sur en tout cas d'autres organes que sont l'amicale, peut-être dans les établissements, on parle de gouvernement scolaire, en tout cas qui sont des organes qui sont là, mais qui permettent aux apprenants d'avoir des compétences, mais aussi d'avoir aussi en tout cas de réaliser en tout cas des choses qui vont dans le sens donc, du développement durable. Voilà donc, n'est-ce pas? Merci. Donc, la dimension donc développement durable dans la formation initiale, mais aussi dans la formation continue. Et donc vous avez amené aussi des photos, si vous voulez voir l'évolution, c'est assez impressionnant du centre où il n'y avait aucune plante et maintenant le centre est entièrement vert. Didier Mulnet, avec vous, on va rester sur ce côté international puisque vous êtes président du réseau Réunifed. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les objectifs de ce réseau, puis on prendra des exemples plus concrets. Le réseau, vous m'entendez? C'est bon? Le Réunifed, c'est à peu près 150 personnes adhérents qui sont nord-sud, qui sont des universités, de l'enseignement secondaire, des collectivités territoriales, des associations. On a donc des antennes dans un certain nombre de pays, dont le Sénégal, où on a une petite dizaine de membres. Donc on a un certain nombre de collègues dans un certain nombre de pays. On a considéré que la question du développement durable ne pouvait pas être envisagée de façon scolaire. Elle ne peut s'envisager que de façon transversale, que de façon partenariale, en envisageant les questions nord-sud. En envisageant les questions nord-sud. Donc le réseau a pour objectif de gérer un certain nombre d'aspects en lien avec la formation, l'éducation à un développement durable, puisque entre le moment où le réseau a été créé et aujourd'hui, le sens de développement durable a pris quelques connotations évolutives. Eh bien, on va rester sur le continent africain, puisque vous m'expliquez que vous travaillez avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour la mise en place de masters. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? On maintient, malgré la crise Covid, un master de formation de formateurs en éducation au développement durable sur Yaoundé. On le tient envers et contre tout depuis 3 ans. On va ouvrir, parce qu'on a dû fermer sur la Côte d'Ivoire, parce que pendant la période Covid, ils n'avaient pas les infrastructures numériques permettant de travailler. Donc, on a ouvert, ce master sera labellisé AUF dans 12 mois. Et effectivement, il sera transposé à l'échelle internationale avec l'infrastructure agence universitaire francophone. Quels sont les objectifs de cette formation? Le Réunifed, alors je brûle quelques étapes puisque ce sera signé dans quelques mois, mais bon, en fait le Réunifed, c'est pour ça qu'on fait pas mal de formations de formateurs actuellement, le Réunifed va avoir la charge de l'expertise, de la formation et du montage des projets éducation et développement durable dans la communauté francophone. Donc, effectivement, on est amené à travailler pas mal à l'international, vous vous doutez bien.
Monique Dupuis, avec vous, on va revenir en France. Vous êtes notamment référente éducation et développement durable. Quelles sont vos missions dans ce cadre-là, en plus de vos missions d'inspectrice générale? Alors, ça en fait partie. Donc, moi, effectivement, je suis inspectrice générale éducation, sport et recherche. À la base, je suis issue du groupe d'expertise disciplinaire et pédagogique des STVST. Les STVST, c'est les SVT, avec toutes les filières technologiques et professionnelles en lien avec la santé, l'environnement et la terre. Voilà. Il n'y a qu'un niveau de l'inspection générale où on est ensemble. Et puis juste pour la petite histoire, parce que je pense que ce n'est pas anodin, j'ai été enseignante pendant longtemps, j'ai été formatrice, j'ai été inspectrice pédagogique sur l'Académie de Nantes où j'ai porté le DD. Et si je dis ça, ce n'est pas pour dire je. Pas du tout. C'est parce que je pense qu'on se nourrit de toutes ces expériences pour avoir ensuite, au niveau de l'inspection générale, une vision globale. Et je reste très attachée à ce qui se passe sur le terrain. C'est pour situer le... Voilà. Donc, parmi mes missions, donc, il y a celles qui sont liées au SVT, qui sont les missions classiques de l'inspection générale, d'expertise, conseil, évaluation, etc. Mais je voudrais plutôt parler de la mission de référente DD, puisque depuis 2 ans, l'inspection générale m'a confié cette mission en plus des SVT. Et donc, l'idée, c'était de finalement poursuivre ce que j'ai porté de façon un peu plus informelle depuis toujours, de contribuer à faire un peu évoluer avec d'autres, à faire vivre la communauté éducation et développement durable, la communauté de terrain, des enseignants, des formateurs, des chefs de mission académique DD, des partenaires, etc. Et puis, du coup, au niveau plus institutionnel et plus national, d'essayer de voir comment on pouvait agir, sur quel levier, pour effectivement continuer à promouvoir ces éducations transversales qui ne sont pas faciles du tout à mettre en œuvre, qui sont par définition, comme elles sont transversales, elles traversent toute la scolarité de la maternelle au supérieur, elles traversent tous les champs disciplinaires, elles traversent tous les temps de l'enfant. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que la question, c'est comment on fait. Donc en fait, tout le monde est concerné, et puis, mais ça interroge autant les pratiques pédagogiques, et ça c'est important, que le travail de relations partenariales, que les projets éducatifs, que les relations avec les collectivités territoriales, avec une forte influence du contexte de chaque établissement et de chaque école, donc une part d'autonomie. Et c'est un véritable défi, et c'est ce que j'essaye de porter dans le cadre de cette mission, où je suis amenée à travailler en interministériel, mais aussi, récemment, on a remis un rapport de l'inspection générale sur comment les systèmes éducatifs, enseignement supérieur et recherche peuvent-ils être inspirés et inspirants en vue du changement climatique. Donc là, il y a des préconisations. On travaille aussi dans les conseils au niveau des programmes. Je suis impliquée dans le groupe j'ai piloté un groupe de travail du CSP qui a élaboré des grands domaines de compétences. Mais encore une fois, je suis toujours embêtée de dire mais il y a une logique. Il y a une logique dans tout ça. J'appartiens au CESEN, on en reparlera, qui va travailler en complémentarité avec ce qui a été fait, proposé par le CSP pour éclairer et du coup, en pilotant des groupes des GESCO de production de ressources et en contribuant à la formation, c'est aussi de travailler encore, de redécliner. Autrement dit, mon objectif, c'est comment faire pour mettre en cohérence les choses, pour éviter que plusieurs structures fassent la même chose différemment, pour permettre que finalement, sur le terrain, et en formation, ce soit plus accessible, les grandes lignes, les grands axes. Et je crois beaucoup au fait qu'il n'y a pas besoin d'une grande révolution, mais qu'il y a quelques leviers à soulever, à tirer, qui peuvent changer beaucoup de choses, à la fois dans les pratiques enseignantes. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. On reparlera de l'EDD tout à l'heure. Oui. Dans les pratiques enseignantes, mais aussi dans l'implication des élèves, dans ce qui peut se passer au niveau des établissements, puisque l'EDD, ça va concerner tout ça. On a déjà fait évoluer les circulaires, puisque l'EDD s'est conçu dans l'optique des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Mais ce qui nécessite d'être explicité aussi, parce que ça ne veut pas dire que tout est dans tout et qu'on fait tout. C'est vraiment une logique d'éducation complexe, d'éducation scientifique au sens large et d'éducation à la citoyenneté environnementale. Et on essaye d'agir sur différents leviers qui vont faire que tout bouge un peu ensemble. Et je fais partie des rares optimistes, je pense en ce moment, mais j'arrive en fin de carrière, c'est peut-être pour ça. Mais je pense que ça bouge beaucoup depuis quelque temps. Porté par un réseau très important de référents académiques EDD, d'équipes enseignantes, de formateurs. Je pense qu'on est à l'aube de quelque chose qui se met en marche. Jusque-là, c'était une petite communauté, c'est en train d'essaimer. Et franchement, ça ne sera pas du jour au lendemain et tout, mais il y a un enjeu très fort pour nos jeunes.
Didier Mullet, j'aimerais qu'on prenne un exemple concret. Comment vous travaillez donc à l'INSPE de Clermont, comment se passe l'éducation au développement durable dans cet établissement en particulier? Alors, je vais parler en tant qu'INSPE Clermont, où j'essaye de piloter, tant que peut se faire, cette question-là. À l'INSPE Clermont-Auvergne, nous avons la question de l'éducation au développement durable qui est dans les licences sciences de l'éducation et Master 1, Master 2. On a eu la chance, ce qui n'est absolument pas le cas dans tous les INSPE, d'avoir la transformation de maquettes qui est arrivée de façon synchrone avec des choix politiques. De ce fait, nous avons pu mettre en licence 1, comme en licence 2, comme en licence 3, alors pas un module, une UE, alors une UE aux alentours de 24 heures pour simplifier, dans l'ensemble de la licence 1, licence 2, licence 3. Au niveau du master, premier degré et deuxième degré, nous avons fait un choix qui est de prendre les parties dites transversales dans les maquettes pour les faire tourner sur des questions d'éducation au développement durable. Pour en arriver là, parce qu'en fait ça fait quand même à peu près 50 heures à 90 heures selon les parcours, sur 800 heures, c'est-à-dire un dixième du temps, ce qui en fait, si on regarde bien la première composante enseignée, mine de rien. C'est parce qu'on a eu d'abord un soutien de l'institution. Après, il ne faut pas s'en cacher. On a eu aussi une poussée des étudiants qui ont dit « voilà, nous, ce que l'on veut ». Et on a été sensible à des choses que l'on avait faites de façon expérimentale dans des groupes optionnels et qu'ils nous ont dit très clairement « nous, ce qu'on veut, c'est ça, mais on le veut tous et on le veut sur la durée. » C'est ça, c'est quoi par exemple? Ça c'était les conclusions que l'on avait tirées avec les réseaux étudiants. Et les réseaux étudiants nous ont dit, bon voilà quelques trucs dont on ne veut plus. On en a marre des cours en amphi descendants où on nous réapprend des trucs que l'on maîtrise déjà depuis le lycée, avec un mépris profond pour ce qui a pu se faire dans les classes de lycée, fait par des collègues qui raisonnent en bon père de famille, mais qui ne raisonnent pas de façon professionnelle. Donc, désolé, je vous le dis les choses de façon la plus crue et la plus directe possible. Ils en avaient légèrement assez de certaines formes d'amateurisme, moralisateur, redondant par rapport à ce qu'ils ont déjà. La deuxième chose qu'ils nous ont dit, c'est des grands principes théoriques, c'est une chose, c'est pour vous, mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'action. Nous, ce qu'on leur a dit, action oui, mais action réfléchie. Et c'est là où l'éducation prendra toute sa valeur. Troisième chose, c'est que les étudiants, tous sont en recherche de valeurs. Ils ont besoin de valeurs. Et effectivement, ils nous ont demandé de ne pas contourner la question des valeurs, puisque c'était ça qui les avait amenés à nous demander de travailler ces questions. Alors, qui dit valeur, dit qu'on est en éducation. Et effectivement, éducation, valeurs partagées ou valeurs non partagées, on est en plein en train de rentrer dans l'éducation au développement durable. On n'a donc pas eu de mal à passer de ce pis-aller qu'est la sensibilisation à l'éducation qui, elle, est quand même notre cœur de métier. On n'est pas là pour sensibiliser, pour ne pas exagérer, pas en master. Donc, d'autres principes. Ils nous ont dit, nous voulons être dans l'action, donc nous voulons que ça débouche sur quelque chose de concret. Donc, effectivement, ça veut dire pédagogie active, ça veut dire pédagogie de projet, et nous avons foncé là-dessus. C'est ce qui est notre guide. Derrière, il y a d'autres aspects, mais je ne sais pas s'il faut... Peut-être qu'il y a un projet qui vous a marqué pour donner des idées à vos collègues de quelque chose d'un peu extraordinaire que les étudiants auraient pu faire. Extraordinaire. Peut-être pas extraordinaire, mais... Vous savez, on a à peu près 150 groupes de projets à l'INSPE Clermont-Auvergne. Donc, j'allais dire que tous sont plus extraordinaires les uns que les autres. Non, mais c'est la façon d'aborder les choses. Par contre, une rupture très claire. D'abord, nous allons en éducation. Nous ne restons pas sur la question de la sensibilisation, de l'information. Deuxième chose, nous travaillons en compétences.
le développement durable, faut quand même être sérieux. Ça fait quelque temps qu'on a compris que ce n'est pas une accumulation de savoir désuet, discutable et fragile. Donc, par contre, nous travaillons sur l'entrée compétences. Et c'est par l'entrée compétences, là on est reparti des travaux de CPU, CGE, conférence des présidents d'université, conférence des grandes écoles, repris dans le programme FECODE pendant 5 ans, au nord comme au sud, avec des expérimentations. Et en fait, on a maintenant à peu près tous les outils pour former les jeunes en compétences et leur donner des clés de lecture pour qu'ils puissent analyser leurs projets. Donc ça, au jour d'aujourd'hui, on est au stade où les gens font de l'évaluation par les pairs, des compétences, de l'ensemble des compétences. Ça passe plutôt bien. On n'a pas de problème de distorsion quand on fait les analyses, on va dire, plus mathématiques, statistiques. Les jeunes notent tout aussi bien les compétences développement durable que les plus anciens, et même plutôt avec plus de fiabilité. Et bien justement, à Lyoun Dione, est-ce que cette manière de procéder dans la formation des futurs professeurs résonne avec vos actions que vous pouvez mener à Fatick? Voilà, donc je crois que dans ce que je viens d'entendre, je crois qu'il y a en tout cas des ressemblances, hein, n'est-ce pas, surtout par rapport à l'approche par les compétences. Je crois que ça c'est important. Est-ce que vous pouvez remettre votre micro vraiment très très près de la bouche? Je dis que voilà, par rapport à, donc il y a l'approche par les compétences et ça aussi c'est important parce qu'il ne s'agit pas tout simplement donc d'enseigner des connaissances théoriques donc aux stagiaires, mais aussi il faut installer donc des compétences, mais dans des compétences aussi qui vont leur permettre en tout cas d'intégrer dans leur pratique professionnelle ce qu'on appelle des actions de développement donc durables. Et là aussi je crois que je me retrouve. En tout cas, un aspect aussi important qui a été évoqué, c'est la formation des formateurs aussi. Je crois que ça aussi c'est important, parce qu'avant de former, il faut se former d'abord. Avant d'informer, il faut s'informer. Donc la formation des formateurs aussi est importante. Donc je crois que cet aspect aussi est important. Parfois c'est négligé, parce qu'il y a une formation initiale, donc d'abord, mais malheureusement, dans la formation continue, en tout cas, il n'y a pas donc, véritablement d'activité ou bien de plan d'action allant dans ce sens-là. Donc, d'assurer une expertise à ces formateurs-là qui sont chargés donc, de former des stagiaires. Je crois que donc, le schéma classique est bon, mais il est bon aussi d'explorer aussi d'autres paradigmes qui sont en tout cas très efficaces pour en tout cas permettre aux enseignants d'intégrer ce qu'on appelle le développement durable dans leur pratique professionnelle. Monique Dupuis et Didier Mulnet, au-delà de vos activités respectives dont vous venez de nous parler, vous faites tous les deux partie du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Quelles sont vos actions spécifiquement dans le cadre du développement durable dans ce conseil? Oui. Alors, moi, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, si c'est possible, sur l'état des lieux actuellement. La difficulté pour mettre en œuvre le DD pour les enseignants et les établissements, c'est que on a l'impression qu'il y a plein de choses à faire qui semblent disjointes. Et donc, la question, c'est comment on fait pour faire tout ça. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu à donner à identifier quelques leviers, à donner quelques clés pour pouvoir mettre des choses en synergie et aborder peut-être les choses autrement. Pour les programmes disciplinaires contiennent tous les éléments de formation en termes cognitifs, en termes de méthodologie propre aux disciplines, etc. Ils sont suffisamment riches. Et après, c'est de l'ordre de la formation initiale et continue des enseignants par discipline de bâtir ces notions. C'est pas ça le problème. Qu'est-ce qu'on constate d'autre? C'est qu'il y a plein de projets éducatifs qui se font dans les établissements scolaires où les élèves sont mis au milieu, mis en action, acteurs d'une démarche. Déjà, c'est important, c'est pas des gestes, c'est des démarches. Et c'est ce qui fait faire la différence entre le faire à l'école et le faire hors l'école. Ça a un lien avec le Césaire. Enfin, je ne suis pas en train de divaguer. Donc, l'idée, c'est... parce qu'en fait, ce qu'on avait avant, c'est des projets souvent portés par les collectivités ou les partenaires, mais on disait, enfin les jeunes étaient au milieu, mais on les poussait à l'action sans qu'il y ait vraiment de travail des compétences et tout. Tout repose dans la complémentarité d'expertise entre des équipes enseignantes qui ont l'expertise pour identifier des compétences, les valoriser, les évaluer, etc. Et puis des partenaires qui amènent leur propre expertise et tout ça au service de l'application des élèves. Mais ça veut dire en termes de compétences, puisque c'est important aussi, qu'il y a un enjeu de formation des enseignants à mettre de temps en temps les élèves en situation
de montrer s'il maîtrise ou non une compétence, c'est-à-dire face à une situation forcément nouvelle et complexe. Complexe voulant pas dire compliqué. Et donc, comment, face à ça, qui n'est ni des SVT, ni de la physique, ni du français, ni des maths, ni je ne sais pas quoi, qui est une question de la vraie vie, comment ils mobilisent tout ce qu'ils portent, tout ce qu'ils ont construit, pour se poser des questions, parce qu'autre enjeu, je pense qu'on apprend beaucoup à nos jeunes, on leur pose des problèmes, on leur apprend des méthodes de résolution. C'est très important de leur apprendre aussi à problématiser. J'observe, je décris et tout. Quelles questions je me pose? Ces questions que je me pose, à qui elles s'adressent? Aux scientifiques, aux politiques, à l'historien? Là, il y a un enjeu. Et c'est pas en rentrant par les... On peut rentrer par les disciplines, mais il y a un enjeu de transversalité. Et à un moment donné, ce qui manque finalement, c'est un petit peu la mayonnaise entre tout ça, parce qu'on voit des jeunes qui, effectivement, n'ont pas conscience, c'était le cas quand on a fait le rapport Jouzel, qui disent qui n'ont pas conscience des acquis qu'ils ont dans les disciplines, par exemple. Ils ne font pas le lien entre ce qu'ils vont faire en action concrète et puis ce qu'ils ont appris. Ça veut dire qu'il a manqué à un moment donné, et je ne porte pas du tout de jugement de valeur, il a manqué à un moment donné une mise en situation. Et c'est ça l'articulation qu'il peut y avoir avec les projets, c'est qu'un projet peut être l'occasion d'une mise en situation qui va à la fois aller interroger les disciplines et à la fois se nourrir des apports disciplinaires, mais de façon explicite, que les jeunes aient conscience que s'ils n'avaient pas cette formation, alors ils n'avanceraient pas assez. Et donc c'est un peu tous ces éléments-là. Et l'autre enjeu, c'est celui de la généralisation. Parce qu'actuellement, le problème, c'est qu'il y a des élèves qui font tout ça très bien avec des projets et tout, mais pas tous. Et donc, c'est vraiment, depuis la circulaire de 2004, on est normalement dans la généralisation. Donc l'enjeu, je pense, sur le terrain, c'est à la fois un enjeu de pilotage. Il y a des structures de pilotage, les CES, CE, etc., on n'en parlera pas. Mais c'est aussi un enjeu pédagogique. C'est-à-dire, dans les champs disciplinaires, leur permettre, mais ça se fait déjà dans la majeure partie dans tous les champs disciplinaires par beaucoup d'enseignants. Par moment, on a une situation nouvelle, concrète, auquel les jeunes sont confrontés. Mais de le faire à une échelle qui ne soit pas simplement disciplinaire. Et à un moment donné, je pense qu'il faut inverser un peu les paradigmes. C'est-à-dire, on a tendance à prendre les choses séparément et à essayer de les empiler. Je pense que si on fait ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut rentrer dans la logique des autres. On a beau avoir dans les programmes mis des accroches en disant en SVT, vous faites ça, ça a une accroche avec l'histoire géo. Quand c'est pas son programme disciplinaire, honnêtement, c'est pas évident de s'approprier un programme d'une autre discipline. J'assume ce que je dis. Alors que si de temps en temps, dans leur parcours, 1 ou 2 fois par an, ou je sais pas, ça peut prendre, vous allez me dire, il n'y a pas les temps, mais bon, peut-être que les structures évolueront un jour. Mais on rentre à l'inverse, c'est-à-dire, on prend une question de société et on essaye de voir comment chaque discipline va apporter quelque chose qui est indispensable à la compréhension, à l'appropriation de cette question de société. De faire ça 2-3 fois, c'est une logique qui s'installe très tôt et qui a énormément d'impact. Et donc, dans le CESEN, le Conseil supérieur de l'éducation nationale, donc le Conseil scientifique de l'éducation nationale, il y a un groupe qu'on appelle le GT10, peu importe, biodiversité, changement climatique, où effectivement un certain nombre d'experts, alors en didactique, en philosophie, en sciences, essayent de donner des clés et où on va donner des points de vigilance en disant attention, si par exemple en sciences ça c'est pas maîtrisé, alors il risque d'y avoir ce biais. Et ce biais a des conséquences sur la formation citoyenne et la formation des élèves. On essaye d'identifier des éléments comme ça. Et puis dans le travail des GESCO, on va aller plus dans des ressources plus pédagogiques, plus profondes. Autrement dit, il y a cette articulation pour identifier quelques éléments clés. Je vais prendre un exemple d'enjeu qui me paraît important. Je parlais de complexité. La complexité, ça peut se commencer à la maternelle. C'est-à-dire que quand un élève observe quelque chose, un enfant, il y a une différence entre décrire des choses disjointes et décrire des choses et identifier un lien. Alors, je ne suis pas issue des SVT pour rien. On prend 2 animaux. Si je ne les relie pas entre eux par un lien quelconque, j'en enlève un et il ne se passe pas grand-chose. C'est le problème de la biodiversité conçue comme une collection. Mais si j'ai une interaction entre eux, il y en a un qui mange l'autre, même un tout petit, il vous dit, alors l'autre, si celui-là il meurt, l'autre, tout ça, en fait, on manipule sans arrêt tout au long de la scolarité, en EDD et dans les éducations transversales, ce même principe de si alors, qui repose sur aussi des qualités de lexique, des qualités de grammaticales, mais qui sont mobilisables dans tous les champs disciplinaires. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On enrichit ces paysages en éléments, en types d'interaction, en enjeux, en acteurs. Et finalement, c'est ça le DD, en changeant d'échelle et tout. Et s'il y a un entraînement régulier, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas grand-chose. Et ce sont ces clés-là qu'on essaye, au niveau du CESEN, de mettre en évidence. Didier Mulnet, si vous voulez rajouter quelque chose sur le CESEN ?
Oui, enfin, le CESEN n'est pas un organisme qui est là pour rentrer directement dans les programmes. On est très clair que le rôle du CESEN est d'éclairer les décisions. Ce qui a un énorme avantage, c'est qu'on a une totale liberté de parole, c'est-à-dire qu'on les dit les choses telles qu'on les pense, je crois sans aucun filtre. Voilà. Après, une fois qu'on a fait des élucubrations de scientifiques, il faut revenir sur Terre et faire en sorte que les discours que l'on porte soient appropriables par les gens sur le terrain. Et en toute honnêteté, ça, c'est certainement le plus dur de ce qu'on a à faire. On a évidemment parlé de représentation sociale. On a évidemment parlé de compétences, les compétences systémiques, prospectives, en termes de changement individuel et collectif, en vue de l'exercice de la responsabilité, ce qui est la définition qu'on donne, nous, du développement durable. Ça, c'est un cadre de lecture, ce cadre de lecture compétences. Mais il fallait évidemment le croiser avec le Green Comp, c'est-à-dire le cadre de compétences européen, qui a ses lacunes, qui a ses faiblesses, qui a ses dérives. Mais effectivement, le plus dur est d'arriver à parler dans un langage commun, de façon intelligible pour des gens qui sont submergés d'injonctions descendantes de toutes parts. Et pour qu'ils puissent accepter notre discours, accepter, il ne faut pas que ce soit descendant injonctif, mais il faut que ce soit des propositions, et des propositions raisonnables, compréhensibles, acceptables, sans quoi, évidemment, on aura un refus. Donc ça, c'est vraiment la difficulté qu'on a, qui est de faire accepter, non pas par les institutions supérieures, mais aussi par les gens sur le terrain. Monique ? Juste pour compléter sur le référentiel et le Green Comp, en fait, c'est là où le travail du CSP, en fait, quand le ministre a saisi le CSP fin septembre pour faire un référentiel de compétences. Le groupe de travail du CSP, parce qu'il y a un groupe de travail qui ensuite, notre production l'a soumise au CSP, qui peut rajouter ou modifier des choses. Mais l'idée, c'était de s'inspirer du Green Comp, comme la saisine le demandait. Et donc, l'idée aussi, c'est celle d'une cohérence au niveau national, européen, international, non pas pour s'aligner sur les autres pays, mais pour bien faire comprendre aussi aux jeunes et à tout le monde qu'on est tous sur la même planète, on est tous... Enfin, c'est quelque chose qui se pense globalement et internationalement. Et cette dimension-là, elle est importante. Et donc, le Green Comp, l'idée, c'est pas de le prendre à la lettre, mais du coup, on a gardé les quatre, on a identifié dans le travail de la production du CSP de mars 4 grands domaines de compétences qui tournent autour de l'appropriation, l'approche systémique, l'appropriation des questions complexes, les questions d'éthique et de valeur, les questions d'action et de projection dans le futur. On retombe sur les mêmes piliers. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi à faire comprendre et passer aux enseignants et aux élèves un tout petit peu d'organisation institutionnelle au niveau mondial. Savoir ce que c'est que des ODD. Les ODD, c'est pas simplement mettre des étiquettes. On faisait ça avec les thèmes. Si c'est juste pour réinventer les thèmes, c'est bien, mais c'est plus qu'ils sont liés. C'est-à-dire, quelle que soit la question par laquelle je rentre, une question sur la biodiversité, je vais in fine me poser des questions qui peuvent interroger les inégalités sociales, etc. On ne va pas tout faire, mais on éduque au complexe et du coup, on éduque à s'approprier des questions du monde, de la société actuelle, à identifier les registres et à comprendre qu'in fine, il y a des décisions qui relèvent de valeurs. Et là, on rejoint le champ des valeurs, de l'éthique, etc. C'est ça la logique qu'on essaye de construire finalement. Par exemple, dans l'appropriation de ce qu'on essaye de faire, c'est éviter la dérive qui consiste à prendre des compétences, à les découper en sous-compétences, en sous-sous-compétences. Mais pour un enseignant, c'est une horreur. Pour un élève, c'est une perte de sens, puisqu'on a dilué le sens entre de multiples composantes. Donc ça ne sert à rien, tout le monde le sait. Mais c'est tellement satisfaisant de s'amuser à faire un petit travail intellectuel de décomposition, de mettre des croix. Donc là, on est complètement à l'opposé de toute démarche compétence. Ça, il va falloir qu'on arrive à le faire passer. Mais si on prend cette logique compétence, ça veut dire que ça change complètement notre façon de former. On discutait tout à l'heure dans la voiture avec des collègues sur la fresque du climat, qui est tout sauf un outil de formation.
Donc, il faut se méfier qu'il y a des activités qui permettent de mettre en valeur des compétences, mais il y a des activités qui permettent de former en compétences. Et ça veut dire qu'on a un sacré boulot sur les outils. C'est le travail en fait qu'on fait dans le cadre du FECODE depuis 4 ans, c'est-à-dire identifier les outils, les scénarios qui permettent de former à tel champ de compétences dans telle et telle situation. Et le plus dur sur les compétences, c'est pas de les identifier, c'est quand même de les mettre en œuvre et pas de les évaluer. C'est effectivement de trouver les situations de mise en compétence. Ça veut dire qu'il y a une petite révolution à faire dans le cadre des formations qu'on fait dans les INSPE. Ça ne peut pas être des cours scolaires, ça ne peut pas être des TD, ça ne peut pas être des CM. Ça veut dire que c'est effectivement des dynamiques de projet étayées par un certain nombre d'apports, d'apports en termes de contenu, d'apports en termes de compétences, d'apports d'outils. Ça veut dire qu'on sort du prof qui sait tout et de l'élève qui suit. On est sur une égalité entre les deux, pas une égalité, mais une réduction de la symétrie. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris que si on fait vraiment de l'EDD, on met le doigt dans un truc où on change complètement la relation entre l'étudiant et le formateur. Donc ça, il faut l'assumer. Sinon, il ne vaut mieux pas y aller. Alors on conclut rapidement, et puis comme ça on pourra laisser la parole. Pour compléter sur les compétences, il y a un enjeu aussi à l'expliciter, à permettre aux jeunes de s'approprier ces grands domaines de compétences qui font partie de leur profil et qui sont très importantes pour leur orientation, quand ils cherchent un métier ou quand ils cherchent un travail, etc. C'est pas forcément la compétence en maths, en français ou en discipline les employeurs et même les écoles, etc. valorisent beaucoup maintenant le travail collaboratif, l'autonomie, la communication. C'est important vraiment parce que souvent, il y a encore un écueil, on se contente souvent de dire « bon, il s'est bien investi dans son projet ». Ben, d'accord, mais enfin, ça fait il est content, mais c'est pas ça qui va éclairer son profil. Donc il y a vraiment un enjeu là, et sans le faire systématiquement tout le temps. Enfin, c'est vraiment donner à voir juste la logique.